Bonsoir à toutes et à tous, moins celles et ceux qui sont déjà connectés. Alors, une petite remarque préambule, j'inviterai toutes celles et ceux qui ne prennent pas la parole à couper leur micro afin que nous puissions éviter pardon, les échos et les différents bruits parasites. Merci, merci beaucoup. Alors, nous allons déjà commencer ce petit webinaire sur la candidature dans les pays germanophones pour un stage et un emploi. Je m'appelle Théo Boucard et je suis chargé d'insertion professionnelle franco-allemande à l'Université de Strasbourg, donc à la fois pour le service d'orientation et d'insertion professionnelle Espace Avenir, mais également pour ECOR, le campus européen, qui est une structure de collaboration entre 5 universités de 3 pays, donc en France, en Allemagne et en Suisse, afin de créer vraiment une structure vraiment assez forte de collaboration entre les différents campus universitaires. Donc, je chapeaute tout ce qui est insertion professionnelle franco-allemande dans ces deux structures. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Donc, cette présentation se divisera en deux parties inégales, puisqu'une première partie de 30 minutes sera destinée à la présentation de la candidature en tant que telle, donc via la petite présentation que j'ai faite pour l'occasion, qui durera 30 minutes de ce fait. Et les 15 dernières minutes seront destinées à un échange assez succinct, je dois l'admettre, avec vous, participantes et participants, sachant que nous avons essayé de répondre le plus possible aux questions préalables que vous avez envoyées dans le corps de la présentation. Sans plus attendre, nous allons passer aux choses sérieuses, puisqu'il s'agit vraiment de faire une présentation somme toute succincte, mais espérons-le complète et concise de la candidature en Allemagne. Donc voici la première slide. Et effectivement, si on devait retenir une seule chose de ce webinaire de ce soir, ce serait la notion de dossier de candidature, ce qu'on appelle en allemand la Bewerbungsmappe. En Allemagne, et c'est la première différence assez fondamentale avec la France, il y a vraiment un dossier de candidature que beaucoup de recruteurs demandent aux candidates et aux candidats. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, il y a des documents que nous connaissons bien en France, donc le CV, der Lebenslauf, et la lettre de motivation. Donc, à la fois une Bewerbungsschreiben, mais dans certains cas, ça peut être aussi appelé une Motivationsschreiben. Donc ça, ce sont les deux documents que nous connaissons en France, puisque c'est le CV et la lettre de motivation tels que nous les connaissons. Mais il y a également d'autres documents que nous pouvons attendre de la part des recruteurs. Donc c'est ce que j'ai écrit dans le dernier bullet point. Il y a notamment tout ce qui est certificat de langue. C'est vrai que les recruteurs allemands attachent un niveau assez important à tout ce qui est certification et niveau de langue, même si ce n'est bien évidemment pas obligatoire d'en avoir, mais c'est toujours mieux de les adjoindre si vous en avez. Les certificats de travail, c'est quelque chose de très allemand, puisque c'est un document qui légalement est obligatoire. Le recruteur en Allemagne a l'obligation légale de faire aux salariés en fin de contrat un certificat de travail. C'est un document avec une prose très particulière. Donc c'est pour ça que pour les candidats francophones et français, je vous inviterai à dire aux recruteurs allemands que ce type de document n'existe pas vraiment en France, puisque c'est quand même assez différent dans le contenu des certificats de fin de stage ou des différentes lettres de recommandation des employeurs. Donc, il faut faire assez attention avec ce point très particulier d'un point de vue interculturel. Et enfin, on a tout ce qui est diplôme et relevé de notes. Ça, c'est quelque chose qui est aussi demandé parce que ça va prouver votre niveau académique, que ce soit au niveau du baccalauréat, de la licence ou du master. Ce sont des documents qui ne sont pas obligatoires dans toutes les Bewerbungsmappe, mais sachez qu'ils reviennent très régulièrement et ils permettent d'authentifier les différentes informations que vous avez écrites dans le CV et dans la lettre de candidature. Le CV, justement, c'est le document, comme en France, le plus important d'une lettre d'une Bewerbungsmappe, d'un dossier de candidature. C'est assez simple, un CV en moyenne est lu par le recruteur entre 5 et 10 secondes, en moyenne. On a fait des études, des cabinets de conseil se sont penchés sur la question et on a vu à quel point un CV était parcouru de manière extrêmement succincte et rapide. De ce fait, il est absolument important, voire cardinal, de le rendre très concis et de le rendre très efficace dans la lecture. Et au final, le CV français et le Lebenslauf allemand est assez différent en termes de structure, en termes de valorisation de certaines compétences. Dans un premier temps, on pourrait dire que le CV allemand est plus sobre
et concis qu'en France. En France, on peut faire des CV assez colorés. Alors, il y a les couleurs, évidemment, qu'il faut absolument éviter en France. En Allemagne, la tendance générale fait que le CV noir, blanc, avec une police somme toute extrêmement classique, reste plus accepté qu'un CV assez design avec différents logiciels. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas accepté du tout. Toujours est-il que la tendance est encore assez classique. Toutefois, une différence aussi de taille avec un CV français, il peut être plus long également. C'est assez paradoxal, il est à la fois plus concis mais également plus long, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un CV de 2 pages avec des informations assez claires et assez aérées plutôt qu'un bloc d'une page où là, les informations sont illisibles. Alors cette remarque s'adresse peut-être un peu moins aux plus jeunes d'entre nous, puisque ça concerne bien évidemment le nombre d'expériences professionnelles ou académiques que nous avons. Donc forcément, les plus jeunes ou celles et ceux qui sont en début de parcours universitaire et académique auront peut-être moins cette interrogation, mais cette question s'adresse plutôt à celles et ceux qui ont pas mal d'expériences professionnelles pertinentes. Alors, un CV allemand comme un CV français, c'est un CV tabulaire, donc avec des rubriques spécifiques. Je me permets cette petite remarque parce qu'il y a quelques décennies, c'était assez courant de faire ce qu'on appelle un ausführlicher Lebenslauf, c'est-à-dire un CV écrit. Et ça, c'est pour la petite remarque interculturelle et historique. Alors, la structure classique d'un CV, puisque c'est ça qui nous intéresse, ce sont des rubriquages, c'est un rubricage qui est vraiment le même qu'en France, avec un titre. Alors, traditionnellement, on titre le CV allemand Der Lebenslauf. Par exemple, on ne titre pas un CV avec son nom et son prénom. C'est quelque chose qui peut parfois arriver, mais c'est une erreur. Les informations personnelles, alors sachez qu'en Allemagne, la loi sur les informations personnelles est assez stricte. Il y a un certain nombre d'informations que les recruteurs n'ont pas le droit de vous imposer. Par exemple, tout ce qui est l'information sur la religion ou l'orientation sexuelle, ce sont des informations qui ne doivent pas, enfin, dont les recruteurs n'ont absolument pas le droit de vous demander de manière coercitive. Une photo d'ailleurs n'est pas non plus obligatoire, même si d'usage c'est quand même plus apprécié. Et donc ça, c'est pour les informations personnelles, donc tout ce qui est nom, prénom, adresse, date de naissance éventuellement, mais également informations de contact, donc c'est numéro de téléphone, adresse mail, voire lien vers vos profils de réseaux sociaux professionnels, donc LinkedIn ou Xing, sont également appréciés. Concernant le rubricage du corps du CV, le parcours scolaire et académique aura tendance à être au début pour les plus jeunes d'entre nous, puisque le parcours académique et universitaire nous correspondrait le plus et nous qualifierait le mieux. Donc le parcours scolaire et académique avec bien évidemment les différentes activités que nous avons faites depuis le baccalauréat, puisque avant c'est peut-être moins pertinent de dire que nous avons le brevet des collèges par exemple. Commencer vraiment à partir du baccalauréat, c'est assez important. Et n'hésitez pas non plus à mettre vos grades universitaires comme la licence ou le master. La petite chose assez complexe dans ce cas, ce sera la traduction des intitulés des cursus, puisque la licence, le master ou le doctorat sont parfaitement reconnus en Allemagne, c'est un système européen. Donc en termes de Bachelor, Master und Dissertation und PhD, on peut le dire aussi en anglais, il n'y aura absolument pas de souci pour que les recruteurs reconnaissent le degré d'études. Toutefois, c'est vraiment au niveau de l'intitulé des cursus qui change. Donc, c'est pour ça que je vous conseillerais très vivement, outre de bien comprendre l'intitulé du cursus et le contenu du cursus, de ne pas adopter une traduction trop littérale du cursus, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui existent en France en termes de contenu universitaire, en termes de licence et de cursus, qui n'existent pas en Allemagne, et inversement. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais de vous rapprocher soit d'un professeur d'allemand, soit de moi-même, puisque je suis aussi conseiller en insertion professionnelle, et donc c'est pour ça que vous pouvez tout à fait me consulter pour ce type de questions. Et enfin, tout ce qui est expérience professionnelle. Donc là, les expériences professionnelles pertinentes, que ce soit des stages, des jobs d'été ou d'autres expériences professionnelles, sont parfaitement pertinentes dans cette rubrique-là. Sachez qu'il n'y a pas forcément
besoin d'être totalement exhaustif. Je dirais que 3-4 expériences les plus pertinentes pour une offre sont à privilégier. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire un travail de hiérarchisation de la pertinence des expériences professionnelles en fonction de l'offre, parce que chaque offre a aussi ses propres compétences professionnelles requises. Donc, un CV n'est pas totalement uniforme pour toutes les offres d'emploi. Il y a bien évidemment des petits ajustements à faire en fonction des différentes offres et des différentes entreprises. Et enfin, une rubrique que je vous conseille vraiment d'ajouter, c'est les compétences spécifiques, ce qu'on appelle aussi les compétences transversales. En anglais, on appelle ça les soft skills. C'est tout ce qui est savoir-faire, compétences professionnelles qu'on a acquises, aussi bien à l'université, aussi bien en méthodologie universitaire que dans la vie de tous les jours. Donc, dans ces compétences professionnelles, l'utilisation de mots-clés est particulièrement importante parce que, comme je vous le disais au début, le CV est lu de manière extrêmement succincte. Donc, si on arrive à faire valoir, à mettre en exergue un certain nombre de compétences professionnelles sous des intitulés très succincts, c'est très apprécié des recruteurs parce qu'ils vont pouvoir aller au but, ils vont pouvoir aller vraiment dans le cœur du sujet, dans le cœur de votre profil. Et donc, ça va être plus percutant pour les recruteurs. Il y a également tout ce qui est les engagements associatifs et engagements sociaux qui sont très importants à mettre, parce que ça va aussi montrer toute la richesse de votre personnalité. Et le milieu associatif en Allemagne est aussi très, très riche, donc n'hésitez surtout pas à mettre en exergue votre parcours associatif. Et enfin, tout ce qui est compétences linguistiques. Alors, on en reparlera un petit peu après, mais il est aussi très important de mettre ces niveaux de langue. Donc la langue maternelle, bien évidemment, il faut la mettre également. C'est une richesse de parler une langue maternelle autre que l'allemand, surtout dans un environnement interculturel. Mais toutefois, faites attention aussi à l'évaluation, à l'auto-évaluation de votre niveau de langue. C'est pour ça qu'il y a un cadre européen, le CECRL, tout ce qui est A1, A2, B1, etc., qu'il est bien de spécifier. Toutefois, certains recruteurs ne savent pas à quoi ça correspond. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des intitulés bien spécifiques à mettre entre parenthèses pour expliciter le niveau de langue. Dernière petite chose qui différencie le CV allemand d'un CV français, il faut toujours dater et signer le CV allemand. Donc, que ce soit une signature scannée, une signature manuscrite scannée, par exemple, ou bien une signature électronique. C'est vraiment un gage d'authenticité et vous certifiez en fait que l'ensemble des informations du CV sont entièrement correctes. Voici le petit topo pour le CV allemand. Passons d'ores et déjà à un exemple de CV. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très semblable à ce que nous trouvons en France et dans la grande majorité des autres pays. Donc, vous voyez un peu le côté très concis et le côté assez sobre d'un CV avec la date et la signature à la fin. Et passons maintenant à au deuxième document absolument fondamental d'une Bewerbungsmappe, la lettre de candidature, ce que traditionnellement on appelle en allemand la Bewerbungsschreiben. C'est l'équivalent de la lettre de motivation en français, à la fois dans la structure et dans la fonction. Et nous allons faire un tout petit topo après sur la Motivationsschreiben, qui traditionnellement désigne un autre document assez voisin de la lettre de candidature, mais qui a une finalité assez différente. C'est un document que nous demandons de moins en moins, donc c'est pour ça que je préfère mettre d'abord l'accent sur la lettre de candidature, donc l'équivalent vraiment de la lettre de motivation française. L'objectif fondamental, traditionnellement, c'est de mettre en valeur ses compétences professionnelles. Donc le CV va vraiment mettre en exergue des compétences professionnelles de manière très concise. Sachez qu'une lettre de candidature, tout comme la lettre de motivation française, n'est absolument pas une redite du CV, mais ça doit mettre en valeur d'autres compétences et une motivation particulière, de sorte que le recruteur, après avoir lu la lettre de candidature, se décide si oui ou non il ou elle accorde un entretien au candidat ou à la candidate. Toutefois, il faut faire aussi attention au fait que la structure vraiment d'une lettre de candidature doit aussi obéir à un certain nombre de règles. Ce n'est pas juste un écrit avec toute une profusion de détails, mais bien une structure très particulière, parce qu'une lettre de candidature sera aussi lue de manière très succincte.
Alors, un petit conseil que je peux vous donner en termes de structure, sachez que 4 à 5 paragraphes pour une lettre de candidature, c'est l'idéal. Et ces paragraphes ne devraient pas faire plus de 5 lignes par paragraphe. Alors, c'est vrai que l'allemand est une langue avec une langue agglutinante, donc les mots peuvent être assez longs, donc 5 lignes, ça peut être atteignable assez rapidement. Toujours est-il que la concision et l'esprit de synthèse sont absolument cardinales dans une lettre de candidature. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse structure dite vous, je, nous, c'est-à-dire une structure en trois qui constitue un peu une ligne verte, enfin un leitmotiv de la candidature. Sachez qu'il est bien de commencer par parler de l'entreprise. Donc, le vous correspond au final au recruteur et à l'entreprise. Le candidat doit ici montrer et mettre en exergue dès le début de la lettre sa connaissance et son intérêt pour l'entreprise. Ça va vraiment éveiller l'intérêt du recruteur. Ne soyez pas trop non plus obséquieux et gardez quand même un style assez sobre et pas trop mielleux ni faussement enthousiaste. Mais sachez que montrer que vous connaissez l'entreprise et que vous connaissez sa dynamique, c'est très bien vu. Ensuite, le cœur vraiment de la lettre sera consacré au jeu, c'est-à-dire au candidat ou à la candidate en tant que tel. Comment mes compétences professionnelles, comment mon parcours universitaire, académique et comment mes expériences professionnelles et associatives peuvent être les meilleures en fait pour accomplir les missions que donne l'offre d'emploi. Donc c'est vraiment le côté pourquoi suis-je le ou la meilleure candidate pour ce poste-là. Et enfin, il y a le nous. Donc ça, c'est un peu une fin en apothéose dans la mesure où on va terminer la lettre sur des paragraphes qui mettront en exergue la collaboration ou le potentiel de collaboration entre le candidat et l'entreprise. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, vous et moi, quelles sont les compétences professionnelles que vous pouvez utiliser, mais également qu'est-ce que j'attends de cette offre d'emploi, quelles sont mes perspectives, quelles sont mes ambitions et mes objectifs. Et donc, c'est une structure qui n'est pas obligatoire, cette structure vous, je, nous, mais toujours est-il que c'est, ma foi, très cohérent de rédiger une lettre de candidature comme cela. Donc, n'oubliez pas les 5 paragraphes assez succincts. Et l'esprit de la lettre, c'est vraiment un esprit en 3 parties. Donc, le vous, je, nous est de ce fait très pertinent. Alors, pour un stage ou un premier emploi, donc pour celles et ceux qui sont ici, la grande majorité d'entre vous, enfin, la totalité d'entre vous est en études, il faut quand même aussi insister sur la motivation, puisque vous avez peut-être moins d'expérience professionnelle qu'un travailleur avec un peu plus d'expérience. Donc, dans l'esprit de la lettre, il faut également mettre en exergue la motivation. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en exergue également notre connaissance de l'entreprise et l'intérêt que vous portez à la structure et au secteur d'activité. Sans plus attendre, passons à un exemple. Alors, ce n'est pas un exemple que vous pouvez lire, parce que c'est vrai que c'est assez petit, mais c'est pour vous montrer la structure. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est très succinct. Donc là, nous retrouvons par exemple 4 paragraphes, jamais plus de 5 lignes. Donc, évidemment, signé à la fin, j'ai oublié de le signaler, mais c'est comme en français. Et donc, nous pouvons voir une structure, voilà, un premier paragraphe avec l'exergue sur le vous, sur l'entreprise, un second et un troisième paragraphe sur tout ce qui est je, donc, mes compétences professionnelles et mon profil, et enfin un dernier paragraphe sur le nous, donc mon objectif est de m'engager vraiment dans l'entreprise et de mettre en pratique mes différentes qualifications adaptées à l'offre. Ça, c'est vraiment le dernier paragraphe où on voit vraiment une sorte de projection. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, encore une fois. Donc, voici très succinctement une manière de faire sa lettre de candidature en Allemagne. Et très rapidement, un petit topo sur la lettre de motivation, donc qui suit plus ou moins la même structure que je viens de vous dire avec la lettre de candidature. Toutefois, l'objectif est un peu différent dans la mesure où des informations supplémentaires sur la personnalité et la motivation du candidat seront mis en exergue. C'est un document très complémentaire de la Bewerbungsschreiben parce que ça va être plus personnel. Le candidat va plus adopter un style
informel et va plus tabler sur des formulations qui vont attirer l'œil et qui vont rendre la lecture peut-être un peu plus agréable. Et c'est pour ça que je préfère pas trop m'étendre sur le sujet, parce que c'est annexe de ce fait de la Bewerbungsschreiben. Donc, il y a beaucoup de recruteurs qui ne se donnent pas la peine de demander cette Motivationsschreiben. Toutefois, ça peut être important d'adjoindre ce document, par exemple, si on fait une candidature spontanée, donc une initiative Bewerbung. Parce qu'une candidature spontanée, dans la nature de la candidature, il faut montrer plus sa motivation que lors d'un processus de candidature classique, puisqu'on ne se base pas sur une offre existante, mais qu'on part du principe que l'entreprise pourrait être intéressée par notre profil. Ce qui n'est parfois pas le cas, ce qui peut parfois être assez chronophage, parce qu'il faut faire beaucoup de candidatures spontanées pour au final avoir des réponses. Donc, sachez juste l'existence de ce document. N'hésitez pas non plus à approfondir vos recherches si ça vous intéresse et si vous avez déjà eu affaire à ce type de document. Mais toujours est-il que c'est beaucoup moins demandé que la Bewerbungsschreiben. Voilà, pour vous donner un petit exemple. Vous voyez que le style est beaucoup moins formel. On va beaucoup plus mettre l'accent sur vraiment sa motivation, un peu sur ses compétences professionnelles, bien évidemment, mais vraiment dans un objectif d'attirer vraiment l'attention du recruteur. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est très complémentaire de la lettre de candidature, et ça poursuit un objectif beaucoup plus de motivation. Et donc, je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui est certificat de langue et tout ce qui est Arbeitsbescheinigungen, donc certificat de travail, puisque ce sont vraiment des choses assez particulières et qui ne nécessitent pas forcément d'explications, sauf si vous avez des questions peut-être particulières dessus dans les 15 dernières minutes que nous allons avoir pour échanger. Toujours est-il toutefois qu'il y a un certain nombre de sites utiles pour rechercher un stage ou un emploi. Alors, le premier d'entre eux, c'est pour les volontariats internationaux, celles et ceux qui seraient intéressés par un type de contrat assez particulier, parce que c'est soit 1, soit 2 ans. Donc, ce n'est pas compatible avec la poursuite d'études universitaires. Donc, c'est pour celles et ceux qui seraient intéressés par une année de césure, par exemple. Donc, il y a 2 types de volontariats internationaux en entreprise, donc ce qu'on appelle les VIE, et en administration, c'est ce qu'on appelle les VIA. Donc, il y a une plateforme spécifique pour toutes ces offres qui s'appelle CiviWeb. Donc, vous voyez l'URL après. Il y a un certain nombre de sites, il y en a même beaucoup, qui proposent des opportunités dans le domaine du marché du travail franco-allemand. Le plus important et l'un des mieux développés, c'est Connexion Emploi. Donc, vous voyez également l'URL après. Et là, vous avez à la fois le côté Jobbörse, comme on dit en allemand, c'est-à-dire une plateforme de stage et d'emploi, mais vous avez également tout un volet pédagogique, puisque Connexion Emploi écrit beaucoup d'articles sur tout ce qui est droit du travail en Allemagne, sur tout ce qui est candidature. Donc ça peut être aussi un bon complément d'information de cette petite présentation, de ce petit webinaire, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations sur le transfrontalier, vraiment sur le côté marché du travail franco-allemand, aussi bien dans le côté juridique que dans le côté purement se préparer à une candidature ou à un entretien. Alors pour les stages et les emplois, il y a également l'OFAGE, je pense que vous connaissez la structure, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui propose une plateforme stage-emploi. Là, pareil, c'est assez pléthorique, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça a trait à la fois aux stages et aux emplois. Et évidemment, les réseaux sociaux comme Facebook sont aussi très prisés, notamment via des groupes Facebook. Le plus important étant... alors, il y a la Communauté européenne de l'emploi, qui est un groupe très, très important, puisqu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes dessus. Donc, vous tapez Communauté européenne de l'emploi sur Facebook, vous allez trouver. Il y a également la Communauté européenne du stage, qui est très importante également, et donc beaucoup d'offres de stage circulent tous les jours. Donc ça correspond à la fois aux franco-allemands, mais ça correspond vraiment à toute l'Europe. Mais il y a aussi pas mal de stages disponibles dans les pays germanophones qui sont proposés sur ces plateformes-là. Pour vraiment le côté franco-allemand, il y a un groupe Facebook Connexion Emploi, donc Connexion franco-allemande Deutsch-Französische Gruppe. Donc pareil, vous pouvez avoir l'URL ici. Et enfin, pour celles et ceux qui voudraient s'établir dans la région de Rhénanie,
donc à Cologne, à Bonn et à Düsseldorf, donc vraiment le côté Rhénanie du Nord, Westphalie. Il y a aussi des groupes Facebook pour les offres de stage d'emploi et de VIE à Cologne, Bonn, Düsseldorf. Donc pareil, vous pouvez voir l'URL enfin après cette présentation. Et donc, un petit topo peut-être, parce que un certain nombre de questions étaient destinées dans ce cas. Là, j'ai présenté tout ce qui est Bewerbungsmappe, j'ai présenté les différents documents, j'ai présenté également des sites utiles pour la recherche d'emploi et de stage. Beaucoup de personnes se demandent si c'est important, voire indispensable, de bien parler allemand. Alors, la réponse que je pourrais vous formuler serait la suivante. Sans être de langue de bois et pour être parfaitement honnête avec vous, il faut parler allemand pour postuler en Allemagne. C'est très rare qu'un non-germanophone puisse s'insérer professionnellement en Allemagne. Les seules exceptions concernent au final les domaines assez scientifiques, concernant par exemple la chimie, concernant l'ingénierie, qui ont trait à des domaines assez précis, où la personne va évoluer dans un environnement international, donc anglophone, et où, de toute manière, elle devra aussi apprendre l'allemand pour s'insérer socialement. Donc, de manière générale, il faut parler allemand pour travailler en Allemagne. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il faille bien parler parfaitement allemand. Donc ça, c'est très important aussi de le souligner. Certaines structures partent du principe qu'un niveau B1 en allemand est suffisant, donc au-delà duquel on peut tout à fait s'insérer. Alors, pour information, le niveau B1, c'est le niveau intermédiaire du cadre CE-CRL. Donc, c'est un niveau que l'on peut acquérir au bout de 2-3 ans d'apprentissage de la langue, donc que ce soit au début des études universitaires ou vraiment avant. Sachez qu'il n'y a pas du tout de bon ou de mauvais moment pour apprendre l'allemand, et les recruteurs vont vraiment se baser sur le niveau de langue et pas sur depuis combien de temps on fait de l'allemand, soit à l'école, soit à l'université. Donc vraiment, il y a deux choses. Il y a le côté allemand indispensable, il faut au moins maîtriser il faut avoir quelques bonnes notions en allemand, mais il ne faut pas être bilingue, forcément. Et ça, c'est très important parce que ça permet aussi de démystifier la chose et de se dire que même si on a un niveau d'allemand correct, mais loin d'être parfait, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, et c'est bien normal, on ne peut pas être bilingue au bout de quelques années seulement, c'est vraiment un processus très long. Eh bien, c'est très important de sauter le pas et de se dire que même si on fait encore des fautes en allemand, c'est tout à fait envisageable de s'insérer professionnellement là-bas, dans un environnement qui est en plus plutôt multilingue, donc les gens vont être aussi assez tolérants quant à votre niveau, ils seront même plutôt contents de montrer leurs compétences linguistiques dans votre langue, donc le français, donc ça peut aussi créer une synergie positive. Donc voilà pour le côté linguistique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les écrire dans le chat. Et enfin, petite slide promotionnelle, puisque nous sommes rattachés également à l'Université de Strasbourg. Enfin, je suis rattaché à l'Université de Strasbourg. Donc nous avons une offre de service qui concerne vraiment l'insertion professionnelle franco-allemande. Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés, pour celles et ceux qui sont étudiants et étudiantes à l'UNISTRA, sachez que nous faisons des permanences franco-allemandes, donc où vous pouvez venir sur rendez-vous afin d'avoir un certain nombre de conseils à la fois sur la prospection d'emploi et de stages en Allemagne et dans les pays germanophones, mais également sur la correction de CV et de lettres de candidature et de Bewerbungsmappe en général. Il y a également, mais ça c'est plus rare parce que c'est dans le cadre de certaines manifestations, des simulations d'entretien d'embauche en allemand. Donc si vous voulez aussi vous entraîner sans aucun risque, sans aucune pression, c'est aussi possible de solliciter ce type d'entretien. Ça peut être aussi un bon moyen de se préparer à l'entretien d'embauche d'allemand, dont les codes sont assez similaires à ceux en français. Il y a juste le niveau de langue dont il faut faire attention. Et enfin, il y a le volet événementiel, donc là qui est également ouvert à toutes celles et ceux de l'UNISTRA, mais parfois même hors UNISTRA. Donc c'est pour ça que je vous invite également à consulter nos différents canaux de communication, réseaux sociaux comme site internet, parce que des conférences et des événements relatifs vraiment à l'insertion professionnelle franco-allemande sont organisés tout au long de l'année, du moins tout au long du premier semestre. Donc il y a notamment des formations à la candidature trinationale, puisque nous travaillons beaucoup avec la Suisse alémanique. C'est aussi important de savoir quel est l'état du marché de l'emploi dans la région de Bâle, par exemple.
des after-work trinationaux. Alors c'est vrai qu'en période assez compliquée de Covid, c'est difficile de faire des grosses manifestations de plusieurs dizaines de personnes. Et enfin, des conférences sur les axes stratégiques de corps, puisque le corps étant une structure avec des axes stratégiques, nous voulons aussi également mettre l'exergue sur l'insertion professionnelle dans les axes de la stratégie de corps. Donc la stratégie de corps, elle consiste en quatre axes. Il y a la transition énergétique, le développement durable, les identités européennes, la médecine de précision et l'informatique quantique. Donc, à chaque fois, il y a des opportunités professionnelles dans ces domaines-là, surtout dans la transition énergétique et le développement durable, qui fera l'objet d'une conférence d'ici décembre. Donc, c'est aussi intéressant de voir les différentes états de certains secteurs dans le Rhin supérieur, donc dans la région de Strasbourg, mais également à Bâle et à Karlsruhe. Dernière slide pour si vous avez une question, une remarque, vraiment une demande particulière, n'hésitez surtout pas à me contacter, donc avec mon mail boucard@unistra.fr. Sachez que je préfère d'abord être contacté par mail plutôt que d'être contacté par téléphone, et de toute manière je suis très réactif au courriel, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question par rapport à tout ce que je viens de vous dire ou même par rapport à ce que je n'ai pas dit justement, je suis tout à fait disposé à répondre à l'ensemble de vos remarques et de vos questions. Voilà, donc il est 18h30, cette petite présentation touche à sa fin. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions dans vos remarques et au moment de l'inscription que je n'ai pas prises en compte. N'hésitez pas à les répéter dans le chat. Et surtout, voilà, on a 15 minutes pour faire tout ça. Donc, je tâcherai aussi d'être assez concis et de vous renvoyer vers un certain nombre de ressources pour que vous puissiez approfondir. Malheureusement, nous n'allons pas beaucoup avoir le temps pour esquisser un certain nombre de choses. Alors, effectivement, sur Zoom, je crois qu'on peut lever la main. Ou alors, je sais qu'il y a un... Je sais que c'est assez ergonomique. Alors, peut-être qu'il faut que j'arrête le partage d'écran et que je me mette sur le chat. Alors, effectivement, oui. Déjà 2 questions, donc je me permets de les répéter et de les lire à haute voix. Donc, Lenker Yakova qui demande « Est-ce que ces conseils peuvent être appliqués à tous les pays germanophones, Suisse et Autriche, ou uniquement à l'Allemagne ?» Alors, sachez que, de manière générale, ces conseils sont applicables à l'ensemble des pays de langue allemande. Donc, la Suisse alémanique, qui représente les 2 tiers de la population allemande, mais également l'Autriche. Alors, évidemment, il y a à chaque fois des petites choses aussi à moduler, mais cette présentation a vraiment trait à l'Allemagne, mais en général, ça fonctionne aussi pour la Suisse et l'Autriche. Bastien, qui nous demande s'il existe des différences et des similitudes pour une candidature en Suisse ou au Luxembourg. Alors, en Suisse alémanique, c'est sensiblement la même chose. Au Luxembourg, j'aurais tendance à dire que ça dépend de la langue aussi dans laquelle l'offre de candidature, l'offre d'embauche est rédigée. Sachez qu'il faut toujours répondre dans la langue dans laquelle l'offre de candidature a été rédigée. Donc, si elle a été rédigée au Luxembourg, si elle a été rédigée en français, ce qui est le cas de pas mal de candidatures, il faut répondre en français, en allemand, idem, et en anglais, on répond en anglais. Léonie qui nous demande si rechercher un premier emploi dans une ville peu internationale comme Karlsruhe est une difficulté supplémentaire comparée à une ville plus internationale. Alors oui, effectivement, Karlsruhe, c'est plus petit que c'est plus petit que Francfort et du coup Düsseldorf aussi. Donc effectivement, dans les grands bassins d'emploi, comme la région de Francfort, mais également dans le Bade-Württemberg, la région de Stuttgart, c'est plus facile de trouver un emploi. Ça dépend également aussi de votre profil parce que certaines industries où certains secteurs économiques sont plus représentés que d'autres dans certaines villes. Karlsruhe, par exemple, est assez connu pour son industrie, Francfort pour les services financiers. Donc, ça va vraiment dépendre de votre profil et de vos recherches. Alors, Mélanie qui nous pose une question assez intéressante, parce que les réseaux sociaux n'ont malheureusement pas été beaucoup traités dans cette conférence. Le réseau social LinkedIn est-il utilisé par le recruteur en Allemagne? La réponse est oui, mais pas que. LinkedIn est la référence internationale en termes de réseau social professionnel. Sachez qu'en Allemagne, il y a un réseau social qui est pour le moment encore plus utilisé que LinkedIn, qui s'appelle Xing.
donc Xing. Alors, ces derniers temps, on observe un rééquilibrage en faveur de LinkedIn, mais toutefois, Xing, qui est une plateforme également multilingue, donc vous pouvez faire un compte Xing en français par exemple, c'est un réseau social qui est très très utilisé par les recruteurs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à savoir, parce que c'est très intéressant de se créer son propre compte Xing, en plus du compte LinkedIn. Voilà. Alors Bastien, une nouvelle question. Est-ce que je suis en contact avec des entreprises qui envoient des demandes et des propositions de stage? Alors la réponse est oui. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de très latent, la situation liée à la Covid-19. Alors il y avait une question que je n'ai pas abordée jusqu'à présent, mais que je vais me permettre d'esquisser quelque peu, c'est la procédure spécifique pour trouver un stage en Allemagne en période de Covid. Sachez que pour le moment, il est encore possible de faire son stage en Allemagne si la convention de stage est signée par toutes les parties. La seule chose à savoir, c'est que l'Institut Robert Koch, donc l'équivalent de l'Institut Pasteur à Paris, a classé l'entièreté des régions françaises en zone à risque, sauf le Grand Est. Donc pour tous les candidats qui viennent d'autre part que le Grand Est, donc l'Île-de-France par exemple, mais la région du sud de la France, etc., c'est possible d'être en stage en Allemagne. En fait, ça va dépendre de l'entreprise, si elle veut ou non prendre un candidat français. Mais il y a un certain nombre de mesures sanitaires à prendre en compte, notamment l'obligation de fournir des tests PCR. Alors là où c'est un petit peu problématique, c'est que le gouvernement fédéral ne reconnaît les tests PCR rédigés uniquement en anglais ou en allemand. Donc pour les Français, il faut faire un test PCR après l'entrée sur le territoire. Et donc, en attendant les résultats, il faut se mettre en autoconfinement. Si vous ne respectez pas ces mesures, vous pouvez être poursuivi pénalement. Et enfin, si vous avez votre test négatif, vous pouvez vous mouvoir, vous pouvez vous déplacer comme bon vous semble. Toutefois, dans les 14 jours suivant l'entrée sur le territoire allemand, vous avez l'obligation de signaler aux autorités si vous avez des symptômes suspects. Donc c'est c'est un ensemble de mesures que le gouvernement fédéral met en place à destination des pays dits, des Risikogebiete, c'est-à-dire des zones à risque. Alors, Xing, effectivement, ça s'écrit Xing. Et enfin, une autre question de Mélanie. Lors de l'envoi des documents de candidature par mail, qu'est-il d'usage d'écrire dans le corps du mail? Alors, un mail de candidature est tout à fait envisageable, c'est même plutôt bien vu. Donc, c'est très succinct, ça fait 3-4 lignes ou 2-3 paragraphes, et ça met vraiment en exergue sa motivation, ses principales compétences professionnelles, et par exemple, je suis disponible à partir de telle date, je suis entièrement disponible pour un entretien de candidature dès que possible, un entretien d'embauche, pardon, dès que possible. Donc, c'est vraiment quelque chose de très succinct et de très concis. Voilà, il reste un petit peu de temps pour répondre à encore quelques questions. Toutefois, il y avait une question aussi d'un certain nombre d'entre nous par rapport aux extra-communautaires, c'est-à-dire aux personnes qui possèdent une nationalité hors Union européenne. Alors c'est vrai qu'il faut pour cela se rapprocher du consulat ou de l'ambassade du pays d'origine. Toujours est-il qu'en Allemagne peuvent travailler sans visa de travail les ressortissants des pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen, de la Suisse, mais également d'un certain nombre de pays avec lesquels l'Allemagne entretient des conventions bilatérales. Donc il y a les États-Unis, le Canada, de mémoire. Il y a également l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud et Israël. Ce sont, je crois, les 7 pays hors Union européenne et hors espace économique européen dont les ressortissants ne sont pas obligés peuvent travailler sans visa de travail. Pour les autres pays, il faut vraiment se rapprocher des autorités, des ambassades et des consulats pour avoir plus d'informations. Et il est tout à fait possible de demander un visa de travail pour l'Allemagne. Léonie nous demande est-ce que le réseau ou le piston en Allemagne est aussi, voire plus important qu'en France? Alors forcément, le réseautage, c'est aussi le côté intrinsèque de LinkedIn ou de Xing, c'est entretenir son réseau. Forcément, ce sera important.
Est-ce qu'il est plus important qu'en France? Ça c'est pas vraiment mesurable. Ça dépend vraiment du ressenti des recruteurs et ça dépend du domaine d'activité. Sachez juste que comme en France, il y a des domaines d'activité qui sont plus prisés que d'autres et des goulots d'étranglement un peu plus importants que d'autres. Les secteurs où on recrute beaucoup en ce moment c'est avant le Covid, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de statistiques fiables, il y a tout ce qui est les scientifiques et les métiers techniques qui recrutent beaucoup, comme notamment les différents métiers de la chimie, donc qui interviennent dans les différentes chaînes de valeur, dans l'automobile ou dans la construction mécanique. Ça, ce sont des métiers où il y a beaucoup de main-d'œuvre demandée et où les candidats sont peut-être un peu plus rares que dans d'autres secteurs, comme par exemple les sciences humaines ou la culture, le tourisme, etc. Donc, comme en France, il y a vraiment des différences concernant les secteurs. Sachez que le taux de chômage en Allemagne, même actuellement, est largement inférieur à celui de la France, où avant la Covid, on était dans une situation de plein emploi. Donc la situation de plein emploi en Allemagne tourne autour de 2 à 3%. Le chômage ne peut jamais être de 0% parce que la mobilité du travail est telle qu'à un instant T, il y aura forcément des personnes qui seront en recherche d'emploi. Mais 2 à 3%, c'est conventionnellement le pourcentage en deçà duquel est considérée une économie comme étant en plein emploi. C'est aussi très intéressant de considérer cela, sachant que les salaires sont aussi plus élevés en général qu'en Allemagne. En Suisse, ils le sont aussi, mais il faut faire attention au coût de la vie et également à la devise qui n'est pas la même qu'en France. On n'utilise pas l'euro en Suisse. Donc, ça peut être aussi un ensemble de facteurs à prendre en compte pour s'insérer professionnellement dans les pays germanophones. Bastien, encore une question. L'entretien avec un potentiel employeur se passe-t-il de la même façon qu'en France? Y a-t-il des questions, une procédure particulière lors de l'interview? Alors, des procédures, non, c'est vraiment la même chose qu'en France. Des questions qui reviennent régulièrement, au final, oui, il y en a peut-être qui reviennent un peu plus que d'autres. Mais comme en France, c'est vraiment le même style de questions, vraiment des questions sur son parcours, des questions sur sa motivation, sur ses compétences professionnelles. On peut passer d'une langue à une autre plus facilement, peut-être, passer de l'anglais assez facilement. Attendez-vous aussi parfois à ce qu'on passe en français avec vous pour vraiment mesurer vos capacités à vous adapter dans un environnement multilingue et à switcher, entre guillemets, d'une langue à une autre. Il n'y a pas vraiment de questions qui se retrouvent uniquement dans un contexte germanophone et pas dans un contexte francophone. Peut-être une ou deux dernières questions. Il nous reste 3 minutes, donc ça peut nous permettre d'esquisser peut-être d'autres choses rapidement. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je pense que nous avons déjà fait le tour de manière succincte et concise de la question. Sachant encore une fois qu'un certain nombre de ressources sont disponibles sur Internet, mais également en me consultant et en m'envoyant un mail ou même en me téléphonant si vous ne pouvez pas m'envoyer de mail, par exemple. Donc, je reste quand même à votre disposition pour tout complément d'information et pour vraiment faire en sorte que votre recherche de stage ou d'emploi se passe dans l'atmosphère la plus sereine. S'il n'y a pas d'autres questions, merci encore une fois d'avoir été si attentif et si intéressé par ma présentation. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris un certain nombre de choses. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Très bonne soirée à vous. Merci également à Zastec d'organiser ces différents webinaires. Je pense que c'est intéressant d'avoir une bonne prise de vue sur tout ce qui se fait et vraiment sur le côté insertion professionnelle en cette période-là. Donc, c'est très important d'avoir ces ensembles de webinaires. Peut-être une petite dernière question, est-il possible d'avoir le PDF que vous aviez présenté? Alors moi, ça ne me pose pas de souci de partager ce PDF, il faudra que je vois avec les organisateurs pour concrètement comment ça se passe, mais pour moi, ça ne me pose pas de souci a priori de le partager. C'est pas copyrighté, c'est tout à fait open source. Voilà, très bonne soirée à vous tous et bonne chance pour la suite de vos recherches ou de votre parcours. Merci, bonne soirée.